Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fera partie d'un nouveau concept où je vais tout simplement effectuer euh, des mini-exposés, entre guillemets, ou encore des mini-dissertations, commentaires de documents, appelez ça comme vous voulez, en histoire. La première vidéo de cette série va traiter du Concile d'Orléans de 511 et elle entre dans le cadre de ma seconde année d'études en histoire-géographie. En juillet 511, Clovis Ier, roi des Francs, convoque un concile des Gaules à Aurelianum, c'est-à-dire l'actuelle ville d'Orléans dans le Loiret. Cette ville se situe au centre du royaume, entre l'Aquitaine et la Gaule septentrionale. Ce choix est donc symbolique. Le concile réunit 32 évêques, soit une bonne moitié de l'effectif épiscopal du royaume. La majorité des évêques viennent de la région située entre la Seine et la Loire. Comme vous pouvez le remarquer sur la carte que j'afficherai juste après, ce qui correspond aux premières conquêtes de Clovis Ier. Ce dernier n'a pas consulté le successeur de Saint-Pierre, c'est-à-dire le pape, pour convoquer cette réunion. En raison du manque d'implantation de l'Église de Rome sur le nord du royaume et sur la Germanie, il n'y a pas d'évêque représentant ces régions à ce concile des Gaules. L'Armorique est représenté par un de ces évêques, ce qui montre la bonne entente entre les Francs et le peuple breton. Nous savons que le deuxième évêque de Rennes était présent. L'objectif de ce concile est de réorganiser les relations entre l'Église et le souverain, afin que les habitants du royaume se convertissent et s'assimilent un maximum à la religion catholique romaine en suivant l'exemple du roi des Francs, baptisé en 496 selon la date que nous apprenons souvent, ou encore le 25 décembre 498, après sa victoire avec les Francs rhénans à Tolbiac, près de Cologne, face aux Alamans. Clovis y aurait promis sa conversion contre une victoire selon Grégoire de Tours. En bref, cette date reste discutée par les historiens. Toujours est-il que son baptême est tardif. Clovis est de base quelqu'un qui pratique la religion germanique de sa région natale. Il se convertit en fin de vie. Ce concile a aussi pour but de réorganiser l'Église de manière interne. Nous savons que ce concile a donné lieu à l'adoption de 31 canons, c'est-à-dire des lois ecclésiastiques concernant la foi ou la discipline religieuse, et qu'il s'est terminé le 10 juillet 511. La réunion épiscopale est présidée par Cyprien, évêque métropolitain, ce qui correspond à l'archevêque, actuellement, de Bordeaux. Le document qui fait ici l'objet de notre étude est un extrait des canons des conciles mérovingiens entre le 6e et le 7e siècle. Donc c'est un ouvrage de Jean Godemey et de Brigitte Basdevant, paru aux éditions Le Cerf à Paris en 1989, qui relate un texte précédemment écrit. Nous avons connaissance de cela, donc du fait que ce texte a été retranscrit, grâce à l'ouvrage de Laurent Theiss qui s'intitule Clovis, de l'histoire au mythe. À la lecture de ce texte, nous pouvons nous poser la question: quelles sont les décisions notables du Concile d'Orléans de juillet 511 ? Une question somme toute banale, vous me direz, c'est le principe d'une étude de documents où le but est tout simplement de déchiffrer, de gratter derrière le document, voir ce qu'il y a sur le plan historique. Au niveau du plan, donc dans un premier temps, nous verrons que l'Église et le souverain établissent une relation de coopération. Dans un second temps, nous verrons que l'Église organise son fonctionnement interne. Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous verrons que l'Église instaure le droit d'asile et poursuit sa lutte contre l'arianisme. Passons maintenant à la première partie. Dans cette première partie, nous allons donc voir la relation entre l'Église et le souverain des Francs. Mais avant cela, le choix du président de séance, entre guillemets, c'est-à-dire de Cyprien, archevêque ou plutôt évêque métropolitain de Bordeaux, est à commenter. Il montre l'intégration des nouveaux représentants épiscopaux à la suite de la conquête de l'Aquitaine durant l'année 507, après la victoire face aux Visigoths à Vouillé. À la ligne 1 de ce texte, Clovis est qualifié de seigneur, rex gloriosissimus, fils de l'Église catholique, de très glorieux roi,
ce qui montre que le souverain est accepté, adopté par l'institution ecclésiastique. Il a été soutenu par celle-ci pour être légitimé sur le trône. Au canon numéro 4, il est écrit « Qu'ose promouvoir aucun des séculiers à la fonction cléricale, si ce n'est sur l'ordre du roi ». En d'autres termes, il revient désormais au roi de nommer les évêques et les abbés, sauf pour les descendants de clercs. Éventuellement, les comtes, administrateurs nommés par le roi, pourront nommer les clercs. Il y a donc le pouvoir royal qui a un droit de regard, voire même de choix, sur le pouvoir religieux qui devra toujours valider, évidemment, après coup, ces nominations. En échange de ce droit que l'Église offre au roi, nous pouvons voir au canon suivant, au canon 5, qu'il est inscrit « Au sujet des présents et des terres que le roi notre Seigneur a daigné conférer par don personnel aux églises, etc., etc., avec une fin de citation, avec concession de l'immunité à ces terres, c'est-à-dire que le roi peut donner des terres à l'institution religieuse. Les terres données à l'Église sont exemptées d'impôts et sont inaliénables, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être vendues. Le roi fait un geste afin d'être encore plus soutenu par l'institution religieuse pour exercer le pouvoir. Il y a une sorte, et là attention, le terme peut paraître très anachronique, il y a une forme de concordat dans ce qui est en train de se mettre en place en juillet 511. Nous pouvons ainsi penser que ces dons du roi étaient conséquents. Mais cette aide fiscale doit aussi permettre à l'Église d'assurer ses missions, c'est-à-dire d'aider les pauvres, les nécessiteux de son territoire. Nous remarquons aussi cette relation par le propos liminaire, où nous remarquons que les évêques se réunissent sur demande de Clovis. Ils répondent aux questions du souverain, qui adopte une attitude semblable à celle de Constantin lors du concile ayant eu lieu à Nicée en 325. Il n'intervient pas sur les décisions propres à l'Église, mais il se place en observateur actif, voire même il amorce les réflexions sur des sujets bien précis. Le roi doit approuver les décisions des clercs tout en prenant en compte la sentence d'un si grand nombre d'évêques. Il y a une forme de pression du roi sur l'Église qui s'affirme également. L'un n'allant pas sans l'autre, puisque Clovis a eu besoin du soutien de l'Église pour s'affirmer sur le trône franc en tant que chef unique. Nous pouvons voir ici cette représentation du XIXe siècle, où nous voyons Clovis très, très guerrier, qui se fait baptiser en pleine lumière, et nous voyons ces guerriers qui le suivent. Bien sûr, c'est une représentation qui ne rend pas compte de la réalité. Mais le grand nombre des évêques ne s'est pas réuni uniquement pour sceller une alliance avec la couronne des Francs. On aurait pu envoyer une petite délégation, on se met d'accord avec le roi et c'est terminé. Non, l'Église, elle profite aussi de cette réunion pour se réorganiser et réaffirmer une hiérarchisation existante au sein de son institution. Dans cette deuxième partie, nous pouvons ainsi constater au canon 14 qu'en relisant les anciens canons, il est rappelé que les offrandes doivent être partagées en parts égales entre l'évêque et le clergé, qui divisera ensuite selon le rang de chacun. Il y a un fonctionnement pyramidal, religieux, tout comme à la tête du royaume. Les terres demeurent sous l'autorité des évêques, ligne 44. Effectivement, les évêques dirigent un territoire, une cité qu'ils administrent, tout comme le comte pour le pouvoir royal. Au canon 17, il est donc rappelé que toutes les basiliques qui ont été construites en divers lieux, conformément à la règle des canons antérieurs, qu'elles demeurent sous l'autorité de l'évêque sur le territoire duquel elles sont situées. Nous pouvons constater ici que l'administration religieuse se fait sur un territoire avant de se faire sur des hommes, à l'inverse du pouvoir politique qui se fait davantage sur les hommes que sur le territoire, d'où la titulature de roi des Francs pour qualifier Clovis Ier. Le canon 22 indique aux moines qu'ils ne peuvent pas construire de celle, ce qui correspond à cella en latin, qui est un petit monastère. Un petit monastère, on n'entend pas là 20, 25 moines. Un petit monastère, c'est à partir de 3-4 moines, c'est un monastère, tout simplement. Donc ils ne peuvent pas construire ça sans l'accord de l'abbé et de l'évêque. Une nouvelle fois, l'évêque est réaffirmé dans son rôle de supérieur de l'Église sur un territoire donné, la cité.
Dans le canon 29, le célibat et la chasteté sont toujours de rigueur pour les clercs. Il est fait appel au statut des anciens canons, le plus ancien canon connu étant celui de 306 au concile d'Elvire en Espagne, qui déclare « Les évêques, prêtres, diacres et autres personnes occupant un ministère doivent s'abstenir totalement de rapports sexuels avec leurs femmes et de procréer des enfants. Quiconque désobéirait serait exclu de sa position. » Il est enfin demandé dans le canon 16 à ce que l'évêque aide, dans la mesure du possible, les personnes les plus fragiles. Ici, nous pouvons ainsi remarquer que l'assistance sociale du royaume est exercée par l'Église sous la responsabilité de l'évêque, qui, comme évoqué précédemment, est un administrateur, tout comme le comte nommé par le roi sur un territoire donné. L'Église ne laisse pas le plus petit d'entre les siens. Elle réaffirme cependant l'importance de 3 fêtes, Pâques, Noël et la Pentecôte, dans le canon 25, non présent dans l'extrait qui fait l'objet de notre étude, où il est dit que, sauf maladie constatée, la présence aux offices est obligatoire. L'Église est omniprésente dans le Regnum Francorum. Et oui, effectivement, à l'époque, c'est très mal vu de ne pas aller à l'église. On va se demander pourquoi, on va chercher à comprendre, parce que parfois, malheureusement, il y a des gens qui sont excommuniés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de partager le repas commun. Et ça, c'est très mal perçu à l'époque. Tout en réorganisant son fonctionnement interne, l'Église met en place le droit d'asile et continue sa lutte contre l'arianisme. Nous allons tout d'abord évoquer le droit d'asile, évoqué dès le premier canon de ce concile. Il y a une sacralisation du territoire de l'Église et de la maison de son représentant, c'est-à-dire l'évêque. L'Église condamne en revanche la parjure, ce qui correspond à un faux serment, d'où qu'elle vienne, en excluant de la communauté la personne qui parjure et en l'excommuniant, donc comme je l'ai expliqué avant, lorsque la personne implorant l'asile et la victime se mettent d'accord sur une compensation où la peine de mort doit être exclue. Donc, si je réexplique mes propos, l'Église possède un territoire où il y a un droit d'asile. Il n'y a pas le droit de poursuite, etc. sur ce territoire. Néanmoins, les personnes impliquées dans le conflit peuvent se mettre d'accord avec une somme d'argent en disant « bon bah voilà, je te donne autant et puis c'est tout, on arrête ». Cependant, lorsqu'il y a un accord comme ça, il faut prêter serment des deux côtés. Et si quelqu'un vient à commettre une parjure, c'est-à-dire à mentir, tout simplement, il sera excommunié, donc exclu de la communauté. Lorsqu'il n'y a pas d'arrangement, l'Église ne participe pas, hein, tout simplement, c'est-à-dire que si la personne qui est mise en cause est en fuite, eh ben, c'est le problème des personnes, mais ce n'est pas le problème de l'Église. Il faut savoir qu'à l'époque, le droit en place est le droit de la personne qui est accusée. C'est-à-dire que si on est franc, c'est le droit franc qui s'applique, par exemple, et le droit franc est un droit qui est à charge, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est innocent. Je poursuis avec le canon 30, qui condamne les activités semblables à celles des oracles. Ce sont des rites païens. Ces actions consistaient à une ouverture aléatoire de la Bible qui conduisait à une interprétation. C'est-à-dire qu'on ouvrait purement et simplement la Bible et on disait, bon bah voilà, ça veut dire ça. Alors que pas du tout pour la croyance de l'époque. Cette réunion des évêques à Orléans est aussi l'occasion pour les religieux catholiques de continuer leur lutte contre les ariens. Alors, non, ce n'est pas les ariens mis en avant par le dictateur nazi Adolf Hitler. Les ariens, donc, ils sont partisans, entre guillemets, d'une doctrine qui a été initiée par Arius, qui était un prêtre d'Alexandrie du IVe siècle. C'est une croyance qualifiée d'hérétique par l'Église de Rome. Cette croyance considère que Jésus, c'est-à-dire le Fils, est différent, quasiment inférieur du Père dans la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cyprien, l'évêque dirigeant la séance, s'était déjà fait remarquer lors du concile de 506 à Agde, où la lutte contre l'arianisme était déjà au cœur des discussions dans une région encore visigothique. L'Église souhaite néanmoins accueillir les repentants. Ainsi, comme nous pouvons le lire dans le canon 10, les clercs hérétiques, qui admettent leurs erreurs, entre guillemets,
pourront être admis dans la communauté s'ils montrent leur bonne foi et volonté, c'est-à-dire s'ils suivent un catéchuménat, c'est-à-dire une préparation au baptême, la confirmation et l'Eucharistie, d'une durée environ de 2 ans, tout en avouant publiquement leur conversion, leur foi nouvelle. Ils doivent se montrer dignes de cela. Pour ce qui est des églises d'Ego, elles seront consacrées comme si elles étaient des églises catholiques nouvelles, tout simplement. Une inauguration d'église, on la consacre, on fait comme si de rien n'était sur le passé de ces bâtiments. Il faut rapidement les intégrer, tout comme les anciens ariens, qu'ils soient des clercs ou des laïcs. La position de Clovis dans ce concile est aussi une pique indirecte adressée aux ariens. Il n'est pas le chef de l'Église, mais il prête attention à ce que cette institution décide pour bien vivre ensemble. Bon, cette phrase après coup, puisque c'est un exposé que j'ai présenté fin septembre, début octobre, bon, cette phrase, c'est pas vraiment le bon choix, puisque on voit clairement que Clovis, bon, il participe pas à fond, mais son regard sur ce qui se passe, c'est clairement pour dire, écoutez, c'est moi le boss, c'est moi qui décide. Pour conclure, les décisions multiples de ce concile d'Orléans sont l'occasion pour Clovis de se réaffirmer en tant que roi des Francs. Il bénéficie en effet du soutien de l'institution ecclésiastique. L'Église s'organise en interne, instaure un droit d'asile et coopère avec le souverain. Les clercs, nommés par le roi, sont légitimés par ce choix. Ils sont hiérarchiquement supérieurs aux autres dans la pyramide du clergé, de par leur statut et leur nomination. La lutte contre le paganisme et l'arianisme se poursuit. Clovis doit bien cela à la communauté qui lui a permis de se hisser sur le trône. Bien que n'ayant pas prévenu le pape de la convocation de ce concile, Clovis enverra au Saint-Siège une couronne votive, c'est-à-dire une couronne ornée de bijoux et de métaux précieux, pour être accrochée au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. C'est une couronne qui est semblable à celles qui peuvent exister chez les Visigoths. Clovis mourra quelques mois après ce concile. Ce sont ses fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire, qui seront chargés d'appliquer les décisions de cette réunion épiscopale. En effet, le Regnum Francorum sera partagé en 4 après la mort de Clovis, qui était seul roi lors du concile. Et oui, le royaume de France se partage comme une part de gâteau. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de mettre la bibliographie dans la description de la vidéo. Je tiens aussi à disposition le texte qui est facilement trouvable sur internet, voire quasiment en édition entière, puisque là il n'y avait pas tous les canons, il n'y avait pas les 31 canons sur le document. Mais ça peut être intéressant, donc voilà, je n'ai toujours pas eu ma note à l'heure actuelle, nous sommes le 8 décembre lorsque j'enregistre ça, néanmoins je pense que c'est une bonne base pour ceux qui sont passionnés par l'histoire, ou encore par des étudiants, bon, je pense qu'ils sont passionnés, je l'espère du moins, pour voilà, ce qui est un commentaire de document avec une introduction, un plan en 3 parties classiques, et une conclusion où on reprend les éléments avec une ouverture plus ou moins directe. Là, c'est vraiment une ouverture directe puisque c'est la même année quasiment. Voilà, donc c'est très très important d'être méthodique, rigoureux. En tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. J'essaierai d'en faire un maximum sur des sujets divers et variés, que ce soit en histoire médiévale, histoire ancienne, histoire moderne, contemporaine, peut-être en géographie, si la motivation est présente et si le temps est présent, j'essaye de faire ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une excellente fin de journée, n'hésitez pas à liker et à partager, et je vous dis à très bientôt.